Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes sur Live TV, vous le savez donc, tous les soirs ici, on parle Côte d'Ivoire, on débat de choses et d'autres qui concernent la vie de notre pays et nos chroniqueurs sont toujours prêts à le faire. Et ce soir, il y a Élisée Boloubeu, bien évidemment. Bonsoir Élisée. Bonsoir André. Daouda Koulibaly est avec nous. Daouda, bonsoir. André, comment tu vas? Accompagné, évidemment, les garçons d'Alain Toussaint. Bonsoir Toussaint. Bonsoir Brice, pardon, André. C'est Bric-André. Il fallait qu'il nous sorte cette petite blague. Hein. Il est toujours taquin. La blague devait arriver, tout et tout. Mais bon, je suis bel et bien André Bois. Je pense que ça va être écrit quelque part, hein, juste là. On verra bien que c'est bel et bien moi. Et notre très cher Toussaint. Ah, Toussaint, ça va? Ça va. C'est le retour quand même des enfants Oui, pour la reprise après les vacances. Merci. Et écoutez, c'est toujours un bonheur de retrouver ces bambins. C'est ça, exactement. Merci. Elle se demande bien est-ce que je l'ai oublié, tout et tout, mais non, On l'a pas oublié. on n'oublie pas la seule qui est là pour nous illuminer, puisque tout à l'heure on lui donnera la parole. Mais je voudrais quand même dire une chose à notre très cher Daouda. Daouda, vous n'avez pas fait de remarques sur ma présence ce soir, je trouve que quand même, c'est très solennel, c'est inhabituel que je sois à ce moment-là. Donc Je suis quand même un peu choqué parce que là, choqué parce que mon bricot il me manque, mais je t'aime aussi. Je sais que voilà, tu es là, voilà. T'inquiète pas. Ah, tu m'aimes aussi. Donc, non mais il est déjà même choqué que tu sois là. Non, je suis choqué parce que il en aime un autre. Pourquoi choqué? J'aime bien André. Mais je veux dire, j'aime bien le taquiner. Je préfère l'avoir en face de moi que dans cette posture. Parce que je ne peux pas lui envoyer de coups, en fait. Posture qui vous plaît beaucoup plus. Mais aujourd'hui, vous allez devoir supporter pendant donc 1 heure cette présence ici même pour remplacer Brice Hano, qu'on retrouvera évidemment dans nos prochaines éditions. On a fait le tour des garçons, mais c'est la seule femme qui est avec nous ce soir, Sarah. Bonsoir Alain, bonsoir tout le monde, je pensais que tu m'avais oublié. Bonsoir André. Alain il est là, André il est ici. Non, t'es pas la seule à faire cette erreur. Lui il m'appelle Brice, et toi tu m'appelles... Mais moi je n'ai pas fait exprès. Bon, les choses sont installées, c'est un instant très sérieux auquel nous vous convions, vous le savez. Nous commentons ce qui se passe dans notre pays. Et cet après-midi, juste avant de nous boucler donc, cette édition, nous avons appris à travers donc une image d'un de nos confrères qu'un directeur général de société d'État avait été donc suspendu en raison d'un audit en cours. C'est inhabituel, ça arrive parfois. On l'a vu sous la présidence d'Alassane Ouattara, certains directeurs qui avaient été démis ou suspendus suite à un audit. Et là, est-ce qu'on peut en savoir, j'allais dire, dans quelles conditions tout cela arrive, Alain Toussaint? Écoutez, on n'en sait pas grand-chose puisque cette décision n'a pas prise par le conseil d'administration de la Petroci, n'a pas été suivie par un communiqué qui nous éclaire. On sait tout au plus qu'en août 2022, il a été diligenté un audit de la Petroci et on parlerait de plusieurs milliards de francs volatilisés, de milliers de tonnes ou voire des millions de tonnes de gaz volatilisés qui auraient donc provoquer cette opération d'audit. Donc les amis, un mot là-dessus, très rapidement, on n'en sait pas plus, mais qu'est-ce que cela vous inspire Moi je pense que déjà mettre le DG à côté, pour moi ça fait partie, c'est des pratiques de bonne gouvernance déjà, mais il faut que cela continue parce qu'on a vu des audits qui ont été lancés dans d'autres entreprises. Finalement, on ne sait pas ce qui se passe parce que si vous vous rappelez dernièrement, il y a eu l'ARTCI où il y a eu des accusations de détournement. On a mis une nouvelle DG. Oui, mais là, sous la nouvelle DG, il y a eu encore ces mêmes trucs. Bon, elle est toujours en poste. Je veux dire, il faut qu'on puisse continuer dans cet élan-là. Très bien, Sarah, là-dessus. Oui, un point rapide. Enfin, alors, on parle d'un audit en cours, donc ce n'est pas un audit qui est finalisé, mais la suspension a quand même lieu. Maintenant, naturellement, on se pose la question du pourquoi, mais le communiqué est quand même assez bref.
On n'a pas de raison, on n'a pas d'explication et c'est forcément une question qu'on se pose tous. Je vois souvent ces flash infos comme beaucoup de monde et je trouve que ça manque juste très souvent de contenu en fait. On nous balance comme ça des informations parfois très importantes. Vous dites que le peuple a besoin de beaucoup plus d'explications sur ce type d'opération. Oui. Élisée Bologo, pour terminer là-dessus, évidemment qu'on reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. Oui, dans nos prochaines éditions. C'est vrai que là, tout à l'heure, Sarah le disait, il n'y a pas trop d'informations, mais bon, on a pu quand même avoir un courrier, une correspondance du ministre adressée au directeur général et donc qui plus ou moins donne un peu les raisons de cet audit. Si vous permettez, je lis juste le paragraphe. Oui, bien sûr. Voilà, où il dit qu'en vue de m'assurer de la parfaite maîtrise des opérations, c'est le ministre donc qui adresse la correspondance au DG de la Petroci, en vue de m'assurer de la parfaite maîtrise des opérations d'importation et de distribution primaire du gaz butane, j'ai décidé de confier au cabinet d'audit KPMG la réalisation de l'audit des flux physiques et financiers portant sur l'activité d'importation du gaz butane de Petroci sur la période allant d'avril 2018 au 31 juillet 2022. Conclusion, c'est bel et bien l'État donc qui a décidé de comprendre un peu le fonctionnement de cette compagnie nationale. Et puis là, aujourd'hui, on l'a appris. Donc, sur l'importation du gaz butane sur la période de 2018 au 31 juillet 2022. Donc, voilà, on a compris. Ça ne donne pas de raison. Oui, c'est ça. Non, pas de raison particulière. Là, il revenait sur le courrier qui a déclenché l'audit. Okay. Et donc, on en saura un peu plus, puisque après aussi, c'est notre travail de journaliste. Il faut qu'on creuse un peu pour savoir exactement ce qui s'est passé. C'était donc l'image du jour qui inonde un peu la toile. On voulait vous en parler dans cette grande révision. Autre information, c'est un fait du jour, cela va vous faire plaisir. On parle parfois de responsabilité sociale d'entreprises. Et puis parfois les artistes ne sont pas là que pour chanter, ils font des choses. Et c'est Yodé et Siro, à travers leur fondation, la fondation IS, qui sont faits aujourd'hui ambassadeurs de promotion de la paix et la justice. Vous en pensez quoi? Vous vous dites, enfin, des artistes qui ne s'intéressent pas à des choses futiles et qui font des choses qui, ma foi, apportent à la communauté, Sarah. Oui, justement, comme vous le dites très bien, là on a deux artistes qui ont utilisé leur notoriété pour œuvrer pour une bonne cause. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une action sociale qui inculque la culture du reboisement, qui est une action quand même assez essentielle pour purifier l'air, pour mieux respirer, etc. On parle d'une initiative qui correspond à la plantation de plus de 200 000 arbres à travers 10 forêts classées. Sur plus de 182 hectares. Donc c'est une initiative qui mérite d'être applaudie et donc une nomination qui est bien méritée. On aimerait voir plus d'artistes populaires et aussi connus s'engager dans des actions sociales et environnementales. C'est super. Tout ça là, je sais que vous avez donc cette casquette d'être non seulement un analyste politique, mais vous êtes un ami d'artiste. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites, c'est vraiment dans le rôle des artistes d'avoir un engagement sociétal, ou vous dites, bon, c'est un accessoire? C'est vraiment important aujourd'hui pour des artistes? C'est essentiel, puisqu'ils sont les témoins déjà de notre temps. On l'a vu, hein, d'abord lanceurs d'alerte. Voilà, ils sont donc dans un rôle de sensibilisation, de mobilisation, d'information. Et je pense que Yodé et Siro, effectivement, ont pris cette trajectoire qui avait déjà été empruntée par Magic System, qui est aussi très actif dans le domaine socio-culturel. Et c'est tout à fait juste que ces deux artistes soient recommandés. J'ai juste une petite réserve sur l'organisation qui les distingue. Parce que j'ai essayé de voir un peu si cette organisation était consistante. C'est vrai qu'elle est dirigée par une ancienne ministre française, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Mais l'organisation, bon, je ne sais pas ce qu'elle vaut, puisqu'elle ne dispose que d'une adresse au 66 avenue des Champs-Élysées, donc une domiciliation voilà, sur les Champs-Élysées auprès de la Sofradom. Donc, bon, et dans son board, j'ai vu des noms. Est-ce qu'elle n'est pas soutenue par les Nations Unies? Oui, elle est membre, mais il y a beaucoup d'ONG qui sont membres consultatifs. Mais au-delà du statut de cette association, donc, quelles sont les ressources? C'est ça, quelles sont les ressources, quels sont les moyens? J'ai vu qu'il y avait Steven Seagal dans son board, il y avait quelques princes arabes, enfin, les photos en tout cas. Maintenant, que vaut ce type de distinction donnée par cette organisation qui d'ailleurs affiche comme logo
des visuels pas éloignés de ceux de l'ONU, les codes couleurs, etc. Enfin, j'ai essayé de chercher un peu. Mais je vous vois venir. Vous voulez ouvrir peut-être une séquence sur quelle est la nature, le statut véritable de cette organisation. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse à... Mais je les félicite et puis bon, on verra bien. À nos artistes qui, eux, ont une action qui est concrète, puisque même aujourd'hui où je vous parle, ils ont eu une opération de planting avec Fabrice Awignon, qui, je le rappelle, donc est PDG de Live TV. Et cela s'est passé autour d'Abidjan, précisément à Dabou. Et donc cette action-là... Ça, c'est du concret. Oui, cette action-là, elle est concrète et vous dites... C'est à bravo saluer, les artistes. c'est bravo parce que déjà quand on connaît l'engagement de Yodé et Siro, déjà dans leurs chansons, ils sont très engagés. Aujourd'hui, ils montent, au-delà de la chanson, ils vont sur le terrain pour aller planter des arbres. Tu parlais de plus de 200 000 arbres aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand on sait que nous-mêmes, on est menacés par la déforestation à cause de certaines cultures et autres, je pense que c'est très bien. Je dis bravo vraiment à Yodé et à Siro qui aujourd'hui... à l'instar de Magic System, ils font cela. Et c'est l'endroit pour moi aussi d'attirer l'attention des autres artistes, que ce soit coupé, décalé, du rap ivoire et autres, de dire au-delà de ce que vous faites dans la chanson, le public ivoirien vous apporte des choses. En retour, vous devez aussi leur apporter certaines choses dans des actions concrètes sur le terrain. Il faut avoir un retour envers ces personnes-là qui vous permettent d'être là où vous êtes. Il faut juste rappeler et préciser que depuis que la Fondation Yes a commencé cette opération, c'est 182 hectares d'espace qu'ils ont réussi à couvrir. Alors donc, quand on a dit tout ça, est-ce que vous vous dites, Élisée, leur chanson ou l'œuvre artistique de ces derniers-là doit refléter un peu cet engagement? Vous dites, bon, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, hein. Non, pas que ces deux choses qui n'ont rien à voir. Effectivement, je suis d'avis qu'en plus déjà de poser ces actions, il faut peut-être que aussi on puisse le mettre en chanson pour sensibiliser, puisque c'est un groupe déjà qui est très aimé et qui est beaucoup écouté. Donc peut-être que la phase de sensibilisation peut passer éventuellement aussi par des messages qui seront donnés dans des chants. C'est une très bonne chose. Mais là où je voulais revenir, c'est peut-être qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ce que la Fondation a réalisé est énorme. En 43 jours, arriver à reboiser 182 hectares, c'est énorme. Et ça, c'est d'autant plus important que peut-être que certains ne le savent pas, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie de l'un des pays en Afrique où le taux de déforestation est le plus élevé. En 60 ans, nous avons perdu 90% de notre couvert végétal. Donc déjà, voir des artistes qui se lèvent et qui aujourd'hui décident d'inviter le peuple au reboisement, je crois qu'il y a de quoi les féliciter. Oui. Moi, je les savais très bons artistes musiciens, mais aujourd'hui, en tout cas, je vois cette casquette-là et je tiens personnellement sur ce plateau-là à leur dire félicitations. Et nous aussi, peut-être à leur emboîter le pas, à leur dire qu'on est disponible pour les accompagner vraiment dans cette œuvre-là, parce que c'est une œuvre vraiment qui nécessite qu'on puisse nous y engager tous. Quand vous dites nous sommes disponibles, évidemment, ça a commencé, je l'ai dit tout à l'heure, par notre président directeur général, Fabrice Awignon, qui était aujourd'hui avec eux donc, du côté de Jacquesville, parce que je disais Dabou, c'était plutôt du côté de Jacquesville, pour les accompagner dans cette œuvre. Ils l'ont sollicité, eh bien, ça a été tout à fait spontané pour lui, donc, puisque lui, il est aussi engagé dans les œuvres sociales, d'accompagner donc nos deux artistes, Yodé et Siro, qui sont aujourd'hui donc plébiscités. On le dit encore, ils ont été faits ambassadeurs par une organisation internationale, ambassadeurs de promotion de la paix et de la justice. Et ça, avouons-le, cela a fait plaisir donc, à la communauté nationale. Est-ce qu'on a tout dit là-dessus? Je pense que si, parce que le sujet qui va venir va être quand même un sujet très important. Oui. Il s'agit de parler de ce qui se passe dans notre univers scolaire, l'éducation nationale, mais notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Depuis donc mardi, c'est la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire qui a amorcé un mouvement de grève, protestation, beaucoup de sujets. Est-ce que, très rapidement, Daouda peut nous planter un tout petit peu le décor pour qu'on comprenne qu'est-ce qui amenait aujourd'hui la FESI, qui pendant un moment avait décidé de ne pas trop... de grève à se manifester. Déjà, il faut dire que la FESI a lancé un modèle de grève le mardi 2 mai, tu le disais tout à l'heure, à l'université, dans toutes les universités publiques et les grandes écoles publiques pour exiger la satisfaction d'une dizaine en fait, de revendications. Entre autres. Voilà, entre autres revendications, le dysfonctionnement de nouveaux systèmes d'inscription dans l'université, la restitution des, comment on appelle ça, des cités universitaires qui ont été réhabilitées. On parle d'Abobo 1, Abobo 2, Port-Boué, la cité des mariés et autres. Et en gros, ce sont des acquis qu'ils avaient eus en 2022 avec le ministère de l'enseignement technique. Finalement, ils estiment... L'enseignement supérieur, pardon. Mais ils estiment qu'aujourd'hui, le ministre est venu,
les choses n'allaient pas dans leur sens. Finalement, ils ont lancé le modèle de grève qui, selon eux, a été suivi dans son entièreté. Mais le mercredi 3, par contre, hier, ils ont suspendu la grève pour 24 heures pour donner une chance aux négociations. Ils sont allés négocier avec le ministre Diawara. Finalement, on a pu joindre Makelele, Ala Sinclair, qui est le secrétaire général de la FESI. Il a dit qu'au sorti de la négociation, aujourd'hui, la grande majorité de leurs revendications ont été satisfaites. Très bien. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce que on peut dire que le ministre, tout ça là, parce que là on parle de politique, le ministre a quand même désamorcé quelque chose qui aurait pu impacter négativement l'année scolaire? Bien sûr, oui. Pour l'année universitaire? Oui, il a désamorcé la crise, mais cela nécessite aussi peut-être d'avoir une vision sur le long terme pour mettre fin justement à ces perturbations. Je pense qu'il est nécessaire aussi qu'à l'instar de l'éducation nationale, on envisage sérieusement un dialogue avec toutes les forces vives de l'université pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Parce que depuis une trentaine d'années, on a le sentiment de s'accommoder de l'existence de la FESI qui est tantôt interdite, tantôt autorisée, tantôt tolérée, etc. Même il faut trouver le temps de se parler pour définir les orientations, pour savoir exactement le type d'université que nous voulons dans notre pays, parce que justement, toutes ces perturbations aussi impactent de façon négative la qualité des enseignements et naturellement la réputation des diplômes qui sont délivrés par nos universités. Tout ça, là, nous dit Élisée Bolobo qu'il faut qu'on se parle. Est-ce que vous pensez que là, il ouvre la voie pour des états généraux de l'enseignement supérieur? Parce qu'il y a une idée comme ça qu'on peut promouvoir à l'instar de ce qu'il vient de dire. Ben, ça pourrait faire tache d'huile après les états généraux de l'éducation, dont les conclusions ont été adoptées par le Conseil des ministres mercredi dernier. Je crois que c'était une bonne chose de créer le cadre de discussion et d'échange. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir un peu les revendications de la FESI. C'est des revendications qui, à mon sens, sont très légitimes qui sont très pertinentes d'ailleurs. Et c'est pourquoi je salue la sagesse du ministre de l'Enseignement supérieur de pouvoir apporter des réponses vraiment concrètes à ces revendications-là. Maintenant, quand je finis de dire ça, je dis à la FESI bravo, en tout cas d'avoir fait entendre sa voix et de permettre qu'aujourd'hui on aille dans le sens normal des choses. Mais moi aussi, j'ai une doléance à leur faire, ou du moins j'ai aussi une revendication à leur faire. Celle-là, doter la violence de leur méthode, en fait. Ça aussi, c'est important. Doter la violence sur le campus. Autant vous estimez que vous avez des droits, et moi je suis d'avis avec vous, autant vous avez des devoirs. Et votre devoir aussi, c'est de veiller à créer un environnement sain, un environnement propice, un environnement de quiétude pour que vos amis, pour que vos syndiqués puissent suivre l'étude comme il se doit. Ça aussi, c'est important de l'entendre. Je suis d'accord qu'on revendique, mais en même temps aussi derrière, il faut qu'on pose aussi des actions qui soient de nature à créer vraiment une certaine sérénité sur l'espace universitaire. Est-ce que ce propos, non, je viens avec vous Daouda, ce propos d'Élysée sous forme de coup de gueule, alors Sarah, vous êtes arrivé il n'y a pas bien longtemps en Côte d'Ivoire, est-ce que vous sentez justement que dans ce mouvement auquel vous avez assisté pendant 2 jours, il y a eu quand même une forme de violence qui a pu s'exercer sur... Bon, peut-être une catégorie qui n'était pas partante pour la grève. Est-ce que vous avez senti des choses comme ça, vous? Oui, alors il faut peut-être aussi rappeler que la FESI, c'est une fédération d'étudiants qui est quand même assez importante, avec énormément de membres. Ouais. Donc il peut y avoir des cas peut-être de violence à certains endroits, mais ça ne devrait normalement pas représenter toute la fédération. En tout cas, c'est le discours que j'entends. Ouais. C'est quand même le plus gros syndicat d'étudiants au pays. Elle a été créée dans les années 90. Et puis, quand ils décident que les élèves doivent faire grève, les écoles font grève. C'est ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Par contre, moi, ce qui m'a un peu interpellée dans leur communiqué, c'est qu'ils ont appelé donc, tous les étudiants des écoles publiques comme des écoles privées à faire grève. Et c'est peut-être là où je ne comprends pas trop, parce que normalement, ils sont censés représenter les étudiants du secteur public, donc les universités, les grandes écoles. Mais pourquoi est-ce que, pour le coup, le secteur privé doit suivre en fait, le mouvement? Est-ce que c'est par solidarité? Je relance surtout que selon votre compréhension, les revendications ne portaient que, sans doute, sur ne concernent que les étudiants du secteur privé, public. Pardon. Toutes les revendications, en tout cas celles que Daouda a repassées en revue, concernent celles du secteur public. C'est le secteur privé régi par d'autres. Oui. Je vois qu'Alain Bouman, il veut réagir là-dessus. Oui. Il y a un point peut-être de réaction non, là. Tout simplement parce que l'État affecte des étudiants dans les universités privées. Franchement. Voilà. C'est-à-dire que dans les universités privées, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont affectés
payés par l'État. Donc l'État verse des subventions à ces universités Mais privées. les étudiants qui ne sont pas affectés du coup et qui se trouvent dans des institutions privées. Oui, ben justement, c'est l'État qui paye pour eux quand ils sont dans les universités privées. Donc du coup, ces universités privées deviennent un peu des extensions de fait des universités publiques. Elles sont plus trop privées, alors. Elles sont quasiment financées par l'État. Est-ce que Toussaint Alain, Élysée entend cette argumentation ou pas? Parce que je le vois les Oui, bras. mais je voulais répondre à Élysée sur la violence. C'est vrai, il y a la violence qui est quasiment immanente à la FESI, mais il y a aussi la violence des conditions d'études. Quand vous imaginez que le pont de Cocody va être inauguré dans quelques semaines et qu'il sera sûrement le symbole de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan, et qu'à 5 minutes de là, des étudiants dorment à même le sol dans un amphi, ce n'est pas normal. Il y a problème. Donc il faut que l'État aussi prenne à bras le corps la situation des étudiants, conditions de vie sur le campus, la sécurité des installations universitaires, et puis comme on dit, augmenter la capacité d'accueil des étudiants. Nous ne sommes pas en train de justifier, j'espère. Je vous pose la question. Non, on ne justifie pas la violence. Voilà. On essaie de dire. Alain, tout ça, au regard d'Élysée, vous n'êtes pas en train de justifier. Non, je réagis rapidement parce que Alain n'a fait que corroborer mes propos, moi je pense. Parce que dans un premier temps, quand j'ai repris, j'ai expliqué que vraiment c'était des révélations très légitimes. C'est vrai, on s'explique difficilement qu'on soit en train de réaliser un certain nombre d'œuvres d'architecture d'une certaine envergure, alors qu'il y a des choses qu'on peut considérer comme des choses minimales qui ne sont pas encore résolues. Ça, c'est vraiment, ça s'entend. Mais comme je le dis toujours, pour mieux faire entendre sa voix, parce qu'une chose est certaine, on n'est pas content de nos conditions, on n'est pas content d'une situation, c'est normal. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage des étudiants. Mais ces mêmes étudiants qui sont vos syndiqués, aujourd'hui, subissent le martyre parce que vous leur servez un environnement de violence. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on condamne justement. Il faut qu'on arrive à se départir de ce manteau-là et qu'on crée un cadre vraiment propice, un cadre de sérénité qui permet de suivre les études, de mettre une certaine sérénité dans l'environnement universitaire. Élisée Bolgo, on revient donc juste à la question de la concertation encore. Mais Daouda, vous aviez un élément à rajouter et on passe à notre dernier sujet avant la pause. Moi, j'aimerais dire à Élisée, je comprends son point quand il parle de violence, mais je vais dire, il faut nuancer les propos. Pourquoi est-ce que je parle de nuancer? La violence aujourd'hui n'est pas inhérente à la FESI. Il faut reconnaître, comme de la manière le gouvernement aime tant le dire, on a fait des efforts. Quand tu regardes la FESI depuis Guillaume Soro à Blé Goudé jusqu'à aujourd'hui à Ala 5, je veux dire, beaucoup d'efforts ont été faits. Il faut d'abord saluer ces efforts. Parce qu'il faut signifier cela. Les revendications dont on parle ne datent pas d'hier, en fait. Ces revendications datent depuis 2022, mais elles n'avaient pas été satisfaites. Mais il a fallu une grève finalement pour que on daigne les écouter pendant 24 heures finalement. Ils ont trouvé, intérêt d'entente. Voilà, c'est ça, intérêt d'entente. Donc souvent, il faut pousser les choses. C'est aussi ça. Il faut nuancer nos propos. On nuance les propos. La FESI donc, a décidé, en tous les cas, de suspendre sa grève. Tout cela est de bonne augure. Ça montre qu'entre le ministère et la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, il y a une forme de partenariat pour que le système de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire continue d'aller mieux. On va aborder un autre sujet. C'est notre info du jour. On l'a appris à travers donc, nos confrères de Radio France Internationale. Il se préparerait une alliance entre deux des acteurs politiques importants dans notre pays. Serait-ce un accord de partenariat comme ont pu le faire les voisins? On se pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par vous, Sarah. Vous pensez quoi? Hier, c'était un accord de deux partis, FPI, RHDP. Vous vous dites, on attend la réplique côté PPACI, PDCI? Oui, je pense que la réplique, quelque part, est un peu naturelle. Ce qui l'est peut-être moins, bon, pour quelqu'un qui a récemment rejoint le pays, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de voir un parti comme le PDCI qui, je pense, se positionne plutôt à droite. Et puis un parti comme le PPACI qui défend plutôt des idées socialistes. Vous pensez qu'il y a une vraie différence idéologique entre ces deux partis au point de ne pas pouvoir s'allier? Un petit peu, mais ensuite je pense que c'est peut-être une alliance pour le coup stratégique pour faire un petit peu le poids dans des municipalités, dans des communes ou des régions où le RHDP pourrait l'emporter. Donc je pense que c'est une alliance stratégique. Est-ce qu'elle fait du sens sur le plan politique? Je pense qu'après, c'est à eux de nous le démontrer. On n'en sait pas plus non plus sur les discussions qui, semble-t-il, ont démarré aujourd'hui même. Mais tout ça, vous vous dites, c'est naturel. Oui, ou pas? Je pense que Sarah a dit un mot idéologie, mais les intérêts politiques s'affranchissent des idéologies qui sont mortes depuis longtemps, les idéologies. Quand on voit Pascal Affi N'Guessan
faire route commune avec le RHDP. RHDP. On voit bien que maintenant, c'est plutôt peut-être la vision qu'il faut partager. Et effectivement, aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan s'étant rapproché du RHDP, il reste au PDCI et au PPACI à trouver, comme on dit, une formule qui leur permette aussi de consolider quelques acquis, parce que les élections locales se joueront justement sur ces rapprochements. Élisée Bollougué, c'est cette formule-là, selon vous, elle paraît si évidente que ça à trouver au regard justement de ce qui se passe dans ces deux partis-là? Ben, ce n'est pas une surprise en réalité, parce que si vous savez aujourd'hui, je vais dire depuis la rupture du PDCI avec le RHDP en 2018, je pense que l'allié naturel du PDCI qui s'est donc constitué, donc le PPACI, donc c'est vraiment pas fondamentalement une surprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, des intérêts ont certainement changé, la géopolitique a un peu changé parce qu'il y a eu certaines personnes qui n'étaient pas dans le jeu politique des années en arrière qui aujourd'hui sont de retour, donc ça a vraiment changé un peu la donne, mais ce n'est pas une surprise parce qu'ils sont alliés. Ils sont les deux fers de lance, je dirais, de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. Et moi, ça me fait sourire parce que après le partenariat FPI-PDCI hier et après le partenariat, ou du moins l'alliance PDCI-PPACI, certainement qu'on se retrouvera demain avec le partenariat MGC-COGEP. Voilà, on sait pas. Il a ouvert une porte. Qu'en est-il justement de ces anciens alliés, tous ceux qui sont nés justement de l'explosion de l'ex-majorité présidentielle AMP, donc MGC, COGEP. Vous dites quoi aussi, peut-être leader aussi? Moi, je pense que ces partis-là, justement, ils ont encore du temps parce que ces partis sont encore jeunes. Ils ont le temps d'abord de sortir leur liste parce qu'ils n'ont pas les mêmes pressions que les grands partis. Maintenant, lorsqu'on va s'approcher du 2 septembre, sûrement qu'ils vont s'approcher de d'autres partis, mais ça m'étonnerait, personnellement, ça m'étonnerait qu'aujourd'hui le PPACI et le MGC ou bien le COGEP décident de se mettre ensemble quand on sait le long passé et le passé très récent qu'ils partagent. Ça sera vraiment difficile. Mais l'objectif, au final de tout ça, de cette alliance entre le PDCI et le PPACI, l'idée, c'est de pouvoir couvrir 31 régions que le RHDP couvre déjà massivement. Voilà. Vous avez pensé qu'il y a un petit regard comme ça vers le RHDP Oui, forcément. Par rapport à ça. Forcément. Et je pense que cette alliance, quand même, devrait donner un peu de migraine aux candidats indépendants. Par exemple, à Cocody. C'est ça. Parce que Mme Ounien, qui est députée en titre, a quand même gagné des scrutins précédents avec l'appui du FPI de Pascal avec l'EDS. Or, ces deux entités sont désormais l'une avec le RHDP et l'autre probablement avec le PDCI. Donc, elle devrait aller siphonner des voix ailleurs pour pouvoir envisager une victoire. Et puis, à Port-Boué, à Yopougon, même dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Donc, je pense que franchement, il y a une recomposition politique qui laisse vraiment augurer d'une animation de la vie politique. Je les vois très heureux parce qu'ils adorent la politique, ils vivent de ça, ils analysent ce qui se passe dans le pays, ils sont très contents quand ils voient les hommes politiques de leur pays essayer comme ça de mettre en place des stratégies pour s'imposer face à leurs concitoyens. On a été très heureux déjà pour cette première partie à vous expliquer, à vous décrypter l'actualité. Eh bien, on vous retrouvera dans une seconde partie et on vous reprend avec un invité. On va parler de accidents de travail, maladies de travail, etc. Ce sera juste après avec notre invité. Restez avec nous. Nous sommes de retour avec vous sur le canal 6 de la TNT, 206 du bouquet Canal+. Tout cela en HD, vous le savez, c'est comme ça que vous nous recevez dans un confort visuel maximal. Merci d'être encore et toujours fidèle. Ah, puisqu'on parle de fidélité, vous êtes très très bien suivis, vous faites parler. J'ouvrirai tout de suite le débat, Toussaint Alain, Sarah et mes deux autres camarades, sur une forme de droit de réponse, sous forme de démenti de la marée verte, parce qu'Élisée, il a dit des conneries hier. Quand même. Et donc, tout à l'heure, on parlera de la marée verte, mais avant, puisqu'on parle de... Nous sommes très bien suivis, je voudrais quand même faire un petit coucou à nos internautes, ils sont fidèles, ils sont toujours là. Je pense à qui? Je pense à Titi Elogne, qui est vraiment fidèle, qui nous regarde. Il nous a un peu titillé, là, on ne parle pas de lui, eh bien, il aura sa médaille. Dominique Yaba aussi est tout le temps avec nous. À Londres, en train justement de participer, de réagir, de contribuer à ce qui se passe. Paul Kofi, Yeti Ouattara, Georgette Eba Kissi et bien sûr Manasseh Karamoko. Merci à vous tous. Et vous êtes nombreux, on ne pourra pas tous vous citer, mais merci d'être fidèles donc, à cette émission.
et de parler politique, de parler de votre pays. Alors, on vient à ce qui s'est passé avec Élysée. Hier, vous savez, notre émission avait pour ambition de décrypter un peu ce qui se passe au niveau des indépendants. C'est ça. Il était question de s'interroger sur leur capacité à, j'allais dire, changer le jeu électoral. C'est ça. Et pour l'heure, la candidate indépendante emblématique, c'est Yasmina Aounien du côté de Cocody. On a dit des choses et puis on a eu un démenti. La marée verte ou pas, est-ce qu'elle fait partie de la marée verte? Est-ce qu'il y a des nuances qu'on peut apporter par rapport à ce qui a été dit ici hier, Élisée Boloubeu? Ben, j'ai eu un démenti, en fait. Hier, dans les échanges, lorsque je parlais, je disais que Yasmina, effectivement, ça à ma charge, a lancé la marée verte. Ben, en réalité, selon en tout cas les retours qu'on a eus, elle n'a pas lancé, elle n'est pas l'initiatrice de la marée verte. Ben, quoique elle a participé à certaines activités de la marée verte, on a encore en mémoire cette scène encore où la marée verte avait une rencontre au sein du PDCI et cette rencontre même qui avait dû avoir des interventions, je dirais, des plus hautes personnes du PDCI afin que même cette marée verte ait accès au PDCI au siège pour pouvoir faire son activité. Et on sait que Yasmina, ce jour-là, était présente, elle était même au devant de l'activité. Donc, certainement, c'est ce qui m'a fait dire qu'elle a lancé le mouvement. Mais toujours est-il qu'il y a des faits d'armes, il y a des faits qui justifient aujourd'hui qu'elle a pris part à des activités de la marée verte. Justement, finalement, moi, je me retourne vers Toussaint Alain. Est-ce qu'on n'est pas dans des questions terminologiques? Parce que quand on dit j'ai lancé le FPI, j'ai fait partie. Justement, est-ce qu'on ne peut pas faire une telle interprétation? Parce que finalement, Élysée, il n'est pas tout faux. Non, je pense qu'Élysée a bien précisé les choses, mais enfin, tant qu'elle était dans la discipline du parti, elle pouvait être associée à la marée verte, dont les initiateurs viennent ce soir la désavouer et donc peut-être annoncer qu'ils ne seront pas à ses côtés au moment des élections à venir. Donc je pense que c'est très important aussi, au moment où le PDCI quand même fait face à sa fronde, il est important que les principaux animateurs de ce parti se démarquent d'elle, et c'est ce que fait la marée verte. Et là, Alain Toussaint a tiré tout de suite la conclusion. Il dit en réalité, au-delà des mots d'Élysée, etc., c'est que la marée verte a envie de se positionner comme désavouant catégoriquement toute forme de dissidence. Même si ce n'est pas dit comme tu le dis, c'est ce qui est clair dans le communiqué, dans la mesure où aujourd'hui, soit de deux choses d'une, Yasmina revoit sa copie, ou bien soit si elle décide d'aller, j'espère qu'elle aura les armes pour aller à ce combat. Et je pense que ce combat ne sera pas vraiment... Ce ne sera pas comme un dîner gala, quoi. Ça sera vraiment parce que là, il y a une vraie forme de rupture avec... Sarah, tu regardes tout ça un peu de loin, parce qu'hier, il y a eu un débat sur cette affaire de... on milite dans un parti et puis on part après pour être candidat indépendant. C'est aussi une plaie de notre démocratie. Est-ce que, Sarah, il y a un petit commentaire là-dessus? Je pense qu'on voit ça dans de nombreux pays et c'est quelque chose qui arrive dans le domaine de la politique. Ensuite, est-ce que c'est forcément bien vu ou mal vu par le parti d'origine? Forcément pas. Je pense qu'elle devra faire face à beaucoup de critiques. Mais on voit ça, j'ai envie de dire, un peu partout dans le monde politique. Et certains hommes politiques ont très bien réussi leur coup. Je ne vais pas en citer quelques-uns, notamment en France, mais... On a souvent vu ce genre de mouvement et ma foi, bon, ça peut arriver quand on ne partage plus du tout les mêmes idéologies, qu'on n'a plus la même vision, mais ça reste quand même un mouvement assez difficile. Très bien, merci pour cette conclusion, Sarah. Je rappelle évidemment que dans cette émission, nous débattons de tout. On a parlé de politique là, à l'instant, on vient de faire un petit clin d'œil à ce qui se dit autour de la candidature de Yasmina. On va recevoir dans un instant Koné Fantegué. Pourquoi on le reçoit? Parce qu'il y a une question. Accident de travail, maladie professionnelle, que reproche-t-on au modèle ivoirien? Il sera avec nous dans un instant, vous allez le voir tout à l'heure quand il répondra à notre bonjour. C'est Koné Fantegué qui est avec nous pour parler d'un sujet très très important. Bonsoir. Oui, il a déjà annoncé par la voix, on le découvre ensemble. Bonsoir M. Koné Fantegué. Bonsoir M. Bois. Alors, mes camarades et moi, on se pose juste la question, est-ce qu'on peut reprocher des choses, j'allais dire, beaucoup plus importantes, énormes, à notre modèle de gestion des accidents de travail et des maladies professionnelles? Oui, effectivement, on peut reprocher beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la réinsertion socio-professionnelle, rien n'est fait. Alors que dans la législation, dans la convention, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale qui doit faire la réinsertion.
Et aujourd'hui, la Caisse nationale de prévoyance ne fait pas la réinsertion. Quand vous dites ne faites pas la réinsertion, avant qu'on commence à poser les questions ensemble, c'est-à-dire que vous avez un accident de travail, vous étiez manœuvre dans une entreprise de la place, vous ne pouvez plus l'être, vous avez besoin d'être maintenant à l'accueil, et ce passage-là que vous auriez pu obtenir n'est pas pris en charge par notre caisse qui est commise à cela, c'est ça? Non, la Caisse nationale joue son rôle sur ce plan-là. Sur le plan des soins médicaux, la Caisse nationale joue son rôle. Accompagne, très bien. Voilà. La Caisse nationale accompagne les accidentés du travail. Parce que dès qu'un travailleur subit un accident du travail, tout de suite, c'est son employeur qui l'envoie dans un centre de santé urgemment. Et il a 24 heures pour faire la déclaration. D'accord. Après les 24 heures, il n'a plus le droit de faire la déclaration et c'est le blessé, le sinistré, qui a 2 ans pour pouvoir faire la déclaration lui-même. Très bien. Bon, je pense qu'on est dans le détail, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous définir pour nos amis qui nous regardent ce que c'est qu'un accident de travail? Et il y a certainement plusieurs catégories. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Que disent les textes là-dessus précisément? Un accident du travail, c'est un accident qui survient, quelle qu'en soit la cause, du fait du travail ou à l'occasion du travail. Il y a l'accident du trajet qui survient du domicile, de la résidence du travailleur et de son lieu de travail, à une condition bien sûr qu'il ne détourne pas. À une condition bien sûr qu'il ne détourne pas ou bien il n'interrompt pas le trajet qu'il a emprunté pour un but personnel ou indépendant du travail. Là, vous dites quelque chose de très important sur lequel il faut qu'on s'arrête pour nos téléspectateurs. C'est-à-dire que vous êtes en train d'aller au travail. On est d'accord que vous avez déjà commencé à entrer dans votre état, dans votre fonction de travailleur. Sauf que si vous arrêtez un instant pour aller au bistrot ou faire autre chose, j'exagère en parlant de bistrot, à ce moment-là, si vous arrive quelque chose, vous n'êtes pas un accident du travail. Ce n'est pas un accident du travail. Très bien. Parce que vous avez détourné le trajet. Oui, très bien. Bon, ça, il fallait le préciser. Et c'est vice-versa. Très bien. En revenant du travail aussi, c'est vice-versa. Moi, ce que je dois savoir, vous avez défini l'accident du travail, mais aujourd'hui, entrons dans le cas concret. On a un accident du travail. Mais il n'avait pas terminé. Est-ce que, oui, c'est ça. je pensais que vous vouliez relancer sur lui. Voilà. Et puis, Donnez-nous après les l'accident autres. du trajet, il y a les missions que l'employeur peut assigner à ses travailleurs. Et pour ces missions, il faut que le travailleur voyage pour des recrutements, des stages. Et pendant le voyage, s'il contracte un accident, c'est un accident du travail. Et maintenant, il y a la maladie professionnelle qui survient par le fait que le travailleur soit exposé régulièrement ou de manière permanente à des éléments nocifs. C'est ça, c'est ça. Les produits chimiques, les poussières, et puis le bruit des machines aussi peut donner la surdité. Et ça, c'est très intéressant. On reviendra justement sur la question des maladies professionnelles, parce que le vrai sujet, c'est comment on détermine tout ça. Est-ce qu'on a un accord? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de conflits? On en parlera. Daouda, vous voulez vous relancer? En cas où il y a l'accident du travail, qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux savoir le process, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des accidents de travail, mais ils ne savent pas quel est le processus pour pouvoir bénéficier de tout ça jusqu'à la réinsertion finalement. D'accord. Dès qu'il y a un accident du travail, automatiquement, si tu n'es pas mort pendant l'accident du travail, ça, je touche du bois. Si tu n'es pas mort, en tout cas, tu as 24 heures pour déclarer l'accident. Tu informes d'abord ton employeur que tu viens de faire un accident du travail. Et ton employeur va certainement te guider dans le centre de santé qui est le plus proche. Très bien. Pas forcément conventionné par la Caisse, parce qu'il y a des centres de santé qui sont conventionnés par la Caisse nationale de prévoyance sociale et il y a des centres qui ne sont pas conventionnés. Mais là, dans ce cas précis, tu peux aller dans un centre qui n'est pas conventionné parce qu'il y a urgence. Urgence, oui. Et voilà. Excusez-moi, je vous coupe une petite question. La demande, est-ce qu'elle doit être faite par courrier ou par email? Est-ce qu'il faut une preuve, un support? Juste un coup de fil, comme vous dites. Bon, aujourd'hui, avec la digitalisation de la Caisse nationale de prévoyance sociale, je pense que même au niveau du boulot même, on peut faire la déclaration. Mais l'employeur doit se déplacer normalement. Il a les 48 heures pour déclarer que son travailleur vient de faire un accident. Bien reçu. Et puis, il doit donner une fiche pour préciser le salaire, s'il paye le salaire à son travailleur. S'il continue de payer le salaire pendant l'arrêt. Voilà, s'il continue de payer le salaire, il doit préciser tout ça.
Maintenant, et au cas où il n'a pas signalé, je suis dans la pédagogie en fait. Vous êtes accidenté sur un chantier, mais votre employeur n'a pas déclaré ça à la caisse et autres pendant que vous êtes à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez dire quoi? Une fois que les 48 heures sont sont dépassées, oui. Voilà. Une fois les 48 heures sont dépassées, la loi portant la loi numéro 99-467 portant code de prévoyance sociale prévoit tout ça. Le travailleur a 2 ans pour pouvoir se déclarer. Parce que dans la loi, le travailleur doit se déclarer. Et la loi ne lui interdit pas cela. Élisée Boloubé veut quand même attirer votre attention. Oui, je voulais juste savoir, aujourd'hui, est-ce que vous avez des statistiques qui montrent un peu les accidentés du travail? On en dénombre combien annuellement et quels sont les secteurs les plus fragiles en fait? Les plus exposés. Voilà, surtout que vous avez une fédération. C'est ça. Oui. On en dénombre au moins 4000 par jour. Par jour? Oui. Donc vous voulez dire par an? Bon, moi je peux dire que par jour, les gens font des accidents, mais ce n'est pas déclaré. Ah, Ce n'est d'accord. pas déclaré. Mais ce qui est déclaré, que la caisse prend en charge. Oui, c'est combien? C'est ce qu'on veut voir, les statistiques déclarées? Moi, j'ai dit 4000. Ok, d'accord, 4 000 par jour. Ok. Parce que chaque jour que mais Dieu fait dans non, les moi je voulais entreprises. quand même attirer votre attention sur ce chiffre-là pour ne pas qu'on dise n'importe quoi. Vous êtes dedans. Chaque jour, vous vous dites c'est quoi? C'est une sorte de... vous entendez beaucoup de choses, d'autres, parce que dans votre fédération, il y a beaucoup d'associations. C'est quand vous regardez comment les uns et les autres reçoivent les informations, vous vous dites on peut être à 4000 par jour, c'est ça? Bon, moi, c'est ce que je me dis. Bon, ça, donc c'est une perception un peu personnelle. Ça peut être 4. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'accidents. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut atteindre 80 000 accidentés. Par quoi? La Qui sont périodicité. recensés. Donc, qui sont recensés en ce moment. 80 000 Après les 80 000. accidentés qui sont comment on appelle même, dans les fichiers de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et quels sont les sur secteurs les les plus 80 000 accidentés, il y a au moins 40 000 qui sont pris en charge. Il y a au moins 40 000 rentiers. Quand je dis pris en charge, 40 000 rentiers qui perçoivent des rentes. Ouais, c'est ça. Mais quels sont les secteurs les plus exposés? Les secteurs les plus exposés, je vais parler des... Les bâtiments. C'est quoi l'industrie? Voilà. L'industrie, les bâtiments en construction. Voilà. Et le secteur bâtiments où il y a hospitalier, non? Le Oui. secteur hospitalier médical, non? Non. Il n'y a pas de risque de contraction, de maladie, des choses Voilà. comme ça, Et c'est puis les laboratoires aussi chimiques. C'est ça. Ah, d'accord. Voilà, les laboratoires chimiques aussi. Et puis les, comment on appelle là, je peux dire, les entreprises de soudure. Ok, d'accord. Les entreprises de soudure. Il y a beaucoup d'accidents. Sarah? Oui, merci. Je pense qu'il y a un classement de gravité des différents accidents et pour le coup, est-ce qu'il y a des indemnités qui sont fonction de prévues, qui sont fonction de la gravité de l'accident? Comment ça s'organise? Oui, effectivement, quand tu contractes l'accident, une fois l'accident est déclaré, le médecin qui t'a reçu te délivre un certificat médical de constatation. Et certainement qu'il délivre encore d'autres certificats médicaux de prolongation pour dire que tu n'es pas encore guéri, tu es peut-être consolidé, mais tu n'es pas encore guéri. Et à la suite de tout ce processus, le dossier que vous obtenez, parce que vous avez un dossier médical maintenant, C'est ça. constatation, prolongation et consolidation. C'est ce dossier-là que vous déposez progressivement à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et la Caisse nationale de prévoyance sociale réceptionne les dossiers. Et à la suite de cela, on vous soumet à une expertise médicale. Et on vous attribue ce qu'on appelle un taux permanent partiel. Un taux d'incapacité permanent partiel, ouais. IPP. D'accord. Voilà. Si on vous donne 0%, vous n'êtes plus pris en charge par la C'est Caisse ça. nationale de prévoyance Donc ça va sociale. évoluer. Enfin, Mais si vous avez 1% jusqu'à aller en haut, ouais. vous êtes pris en charge par la Caisse C'est nationale de Très bien, c'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Mes collègues seront d'accord avec moi. C'est dire qu'on aura évidemment besoin ici même, sur notre chaîne ou sur ce plateau, de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour expliquer un peu dans le détail justement toutes les subtilités du traitement appliqué donc aux accidentés de travail et aux malades professionnels. Donc revenons aux malades professionnels. Vous avez parlé des accidentés, on a 4000, tout ça. Et les malades professionnels, est-ce que là, ce n'est pas les parents pauvres de tout ce système? Parce que
est-ce qu'il n'y a pas plus de difficultés là-bas à déterminer qu'on est malade au fait de son travail? Effectivement, même dans la démarche de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la maladie, l'accident du travail est pris en charge rapidement. Mais la maladie professionnelle, c'est vraiment difficile. Il faut des commissions, subcommissions, pour dire que tel a eu une maladie professionnelle. Des experts, alors, c'est ça? Il faut des experts, un médecin du travail. Souvent même, le médecin du travail peut dire que c'est un accident, c'est une maladie professionnelle, mais le médecin conseil de la CNPS, qui a son dernier mot à dire, lui, il peut dire non, ce n'est pas un accident du travail. Il peut douter. Mais quand il doute, il est obligé, puisque son collègue, médecin du travail, a déjà entériné que c'est un accident du travail, il est obligé d'envoyer ça en commission. Mais aujourd'hui, quels sont les défis, avec tout ce que vous dites, quels sont les défis auxquels votre fêtier est confronté? Bon, aujourd'hui, moi je peux dire, il faut être véridique. La Caisse nationale de prévoyance sociale joue son rôle. Mais c'est à quel niveau qu'il y a vraiment un problème? Il y a un problème, oui. Voilà. Le problème se situe au niveau de la réinsertion. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau concrètement? À ce niveau, la réinsertion n'est pas faite. N'est pas faite. Oh, wow. Tout ça, la réponse est vraiment claire. Je pense qu'on aura quelqu'un de la Caisse nationale on n'a pas d'autres choses à dire. Parce que quand on leur pose le problème, ils nous disent toujours vos dévanciers ont gaspillé notre argent. Et aujourd'hui, pour pouvoir vous aider dans la réinsertion, on a besoin du temps. On est en train de préparer certaines choses pour vous. Et nous, on les suit. On est obligé de les suivre. Mais on sait qu'un jour, ils vont faire quelque chose. Très bien. Tout ça, là, une dernière question. Voilà, sur les maladies professionnelles, par exemple, donnez-nous un exemple du type de maladie professionnelle. J'ai parlé de la surdité, les problèmes d'oreille. Et puis, bon, j'ai parlé aussi. Il faut dire même que la maladie professionnelle, le travailleur peut adopter une position contraignante au travail. C'est-à-dire, il peut adopter une position contraignante, ça peut lui donner une maladie. Parce qu'il y a le dos. Souvent, le bas du dos peut te faire mal parce que tu t'assois toujours pour travailler ou bien tu adoptes une position bizarre pour travailler. Donc, ça peut être considéré comme une maladie. Et les maladies au niveau de la tête? Bon, les maladies au niveau de la tête, franchement, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Donc ça, on pourrait, parce que nous sommes en relation avec l'ordre des médecins, c'est des choses qu'on va essayer de comprendre, parce qu'évidemment, il y a de vrais sujets. Élisée, on termine là-dessus et on libère notre invité avant de recevoir le président à la SCOBI. Aujourd'hui, qu'est-ce que, de façon concrète, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, au niveau du système, pour le rendre fluide, de sorte que les accidentés et les malades professionnels puissent bénéficier de cette couverture qui leur est due en fait en réalité? Qu'est-ce qu'il manque dans le maillon? Qu'est-ce qu'il faut réparer? Bon, franchement, la CNPS, je l'ai dit tantôt, la CNPS joue son rôle. Nous sommes suivis, nous sommes pris en compte par la CNPS. Les frais de transport sont payés, les frais en nature aussi sont payés. Donc nous sommes pris en compte par la CNPS. La CNPS fait son travail. Vous voyez comment la CNPS a évolué ces dernières années. Oui, bien sûr. Le seul hic, c'est la réinsertion socio-professionnelle. Donc vous revenez là-dessus, vous insistez là-dessus. Voilà, j'insiste là-dessus, je lance un appel même au directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale qu'il se penche sur la réinsertion. La CNPS a ce mandat-là? Oui, dans la convention, ils doivent nous aider dans la réinsertion. Se réinsérer. Et puis même, ils peuvent même aller au-delà, nous donner même des logements. C'est très bien dit. Bien, en tous les cas, c'est un grand chantier pour notre jeune nation, la question donc, des accidentés de travail et des malades professionnels. On aura l'occasion d'en reparler ici, mais vous-même, on vous fera revenir quand on sera évidemment intéressé par l'actualité du sujet. Alain Scobile est avec nous, c'est chez nous notre président. Et voilà, il arrive avec toute la solennité liée donc... toujours devant la caméra. Comment vous allez? Bien. Ça va. Bonsoir André. Ça va, président. Bonsoir. Voilà, je suis président, encore jeune, voilà, donc je peux... Vous savez que vous arrivez à un moment quand même assez important politiquement. Ah oui, bien sûr, je m'en doute. Henri Konan-Bédié. Bien évidemment. Et son frère Laurent Gbagbo vont s'unir parce que vous l'avez fait avec le FPI. Ça vous fait réagir, ça, non, mais vous savez, les alliances sont naturelles. Et bien évidemment, je voudrais déjà saluer mon jeune frère que je suivais depuis mon Grumman. Il parlait, je crois, des accidents de la route. Du travail, pardon. Et bien évidemment, des maladies également. Professionnelles. Je voudrais annoncer que j'offre 1 milliard désormais à tous les accidentés. Non, mais président, attendez.
Voilà. Hier, c'était 1 milliard par jour pour les jeunes. bien Et sûr. là, c'est 1 milliard, mais pour les accidentés, Tout c'est à quoi, fait. par jour ou juste On y reviendra. Par semaine, Non, par jour. par jour? Je voudrais déjà d'accord. dire que c'est une bonne chose si Laurent Gbagbo et mon grand frère Henri Konan Bédié s'unissent. Oui. Vous savez, j'ai reçu même ce matin mon nouvel allié. Je parle de Fologo Nguessa. Ah ouais? Afi Nguessa. Pardon. Excusez-moi. De mon jeune frère Afi Nguessa. Bien évidemment, avec qui nous avons un projet d'avenir. D'accord, très bien. Je peux vous dire que cela va nous permettre de mieux harmoniser nos positions Très- pour une stabilité en Côte d'Ivoire. Très rapidement, Président, la FECI a suspendu sa grève. Et ça, quand Bien même, évidemment, je les faut ai en parler. rassurés. Et cela rejoint la deuxième question que vous m'avez posée. Vous parliez tout à l'heure des jeunes qui recevront 1 million, 1 milliard Un milliard. par jour. Vous savez, la FECI a des revendications naturelles. Ce n'est pas Daouda qui dira le contraire. Et bien évidemment, moi j'ai instruit le ministre de l'Enseignement supérieur à l'effet que dès demain, Oui. 3 tonnes de gari soient Ah. déposées dans tous les crous à Abidjan comme à l'intérieur. Ça, ça s'applaudit quand même. 3 tonnes de gari. Bravo, Président. Il n'y aura plus de problème de nourriture. Président, Et pour terminer avec cela, parlons des 1 milliard. Certains se disent, mais il faut qu'on aille au guichet pour recevoir nos 1 milliard. Terminons là-dessus très rapidement. vous savez, les 1 milliard, moi je peux vous dire quelque chose. Ouais. Les jeunes Ivoiriens sont pratiquement les seuls de la sous-région les plus gâtés. Ah ouais? Vous savez pourquoi? Non. Le gouvernement leur donne 1 milliard par jour. Et en plus, c'est le seul jeune en Afrique où tous les partis politiques, sinon les seuls jeunes à qui les partis politiques distribuent de la sardine à chaque fois. Ah ben voilà. En plus du pain. Et en plus de cela, 2000 francs. Ça fait combien? 1 milliard, 2000 francs. En plus de cela, des sardines, des pois de sardines, conserve, etc. Donc, les jeunes de c'est Côte d'Ivoire 400 sont Ça veut gâtés. dire que les jeunes sont une priorité. Oui. La jeunesse est une priorité. Nous sommes bien dans l'année de la jeunesse. Très bien. Voilà. Et pour ceux qui n'auront pas reçu, bien évidemment, leur chèque à temps, par moment, je t'offre des chèques. Ils peuvent venir à la sauce de Kevin, je crois. Ah, là-bas, la Parce qu'en sauce, on plus de peut cela, il y a recevoir. une sauce ici à la FTV. On va applaudir très fort le président qui nous a Merci, évidemment merci. gratifié d'un petit moment d'humour dans cette émission. Pour terminer, c'est vrai, il y a les maladies professionnelles, il y a les accidents du travail. C'est un moment parfois dur, mais un peu d'humour, ça permet d'adoucir sûr. tout ça. Et de la sardine aussi. Hein, Ah, la voilà. sardine aussi, oui, Pourquoi c'est pas vrai que pour ça, les c'est bon. accidentés. Je sais que Élisée Boloubo, il aime bien pain sardine. Parfois, il mange ça avec la tiki. bien sûr. Il aime beaucoup. Mesdames, messieurs, nous avons eu un énorme plaisir à partager ce moment avec vous. Le Grand Talk, c'était donc en ce jeudi 4 mai avec Toussaint, Élisée, Daouda et bien sûr Sarah. On était accompagné de M. Fantegué et Alaskobil. Merci à vous. Merci. On vous retrouve Merci. demain pour un autre Grand Talk. Portez-vous bien. Merci. Bye bye. Bravo.